On va revenir donc, si je comprends bien, à l'éruption du Tonga qui a été évoquée tout à l'heure, donc avec une présentation de ces observations et simulations du météo tsunami donc, généré par l'événement des Tonga en janvier 2022. Ouais, la présentation est par Philippe Henrich, c'est ça? Voilà, donc Philippe Henrich donc, du CEA. Et donc ma présentation porte sur en effet donc, le météo tsunami généré par l'éruption du volcan Onga Tonga le 15 janvier 2022. La seconde partie de l'exposé porte, la première partie porte plutôt sur l'observation, la seconde sur la simulation numérique de ce météo tsunami. À ce travail ont contribué donc, plusieurs de mes collègues dans différents domaines d'activité. Enfin, je vous présenterai les différentes activités. L'exception là, parmi ces collègues est donc Vincent Ray, qui est professeur à l'université de Toulon Aix-Marseille et qui nous a fourni en fait les données de stations marégraphiques. Donc, ce ne sont pas les stations CHOM. Ce sont des stations donc, installées par l'université de Toulon Aix-Marseille. Les données ne sont pas fournies en temps réel, mais en temps différé. Donc ce slide la présente de la figure de gauche en fait est emprunté sur le site dumonde.fr. Donc le volcan donc est représenté par la petite étoile orange là donc dans le quart sud-ouest du Pacifique. Donc je lis le texte du monde.fr là. Donc l'éruption a été effectivement suivie d'une série de tsunamis qui se sont propagés en effet sur toutes les mers du globe avec une rapidité jamais encore observée. Donc c'est tout à fait exact. Alors, des vagues d'une hauteur exceptionnelle ont frappé les côtes du Pacifique. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Les vagues, effectivement, ont atteint 10 à 15 mètres de run-up très, très localement, donc au niveau du volcan Onga Tonga et au niveau de l'archipel. Bon, les vagues étaient plutôt de l'ordre du mètre, donc métrique sur les côtes du Japon, Californie, Amérique du Sud. Donc elles ont en effet atteint également, enfin les vagues, le tsunami a touché également les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée. L'éruption volcanique, enfin l'onde de pression générée par le volcan a fait plusieurs fois le tour de la Terre et donc effectivement des tsunamis ont été observés sur 2-3 jours. Alors la figure de droite représente le volcan. Donc un peu avant l'éruption. Donc cette éruption a été d'une puissance assez extraordinaire, hein, donc c'est plusieurs centaines de fois Hiroshima. Elle est à peu près comparable à un phénomène géophysique qui est très connu, là, c'est l'explosion du Krakatoa en Indonésie en 1883. Et cette explosion donc, est sans doute comparable. L'explosion du volcan de 1883 a généré également un tsunami observé par l'ensemble des marégraphes et nous serions très intéressés par étudier les marégraphes de 1883 à Brest. Et, enfin, je m'adresse au CHOM. Bon, cette éruption donc, a généré une onde de pression de plusieurs centaines de kilopascales très localement. Elle a généré également l'effondrement de la caldeira. Alors la caldeira, c'est la zone qui est située au centre du volcan, et puis des éboulements sur les flancs du volcan. Donc aujourd'hui, l'île ne ressemble plus à cette image-là. En fait, la couronne, de la couronne ne subsiste que 2 petits îlots séparés d'1 kilomètre. Bon, donc les dégâts ont été assez considérables avec des hauteurs de vagues de plus de 10 mètres, enfin des run-up de plus de 10 mètres très localement donc sur les Tonga. Là, donc il y a 2 figures, les 2 figures de gauche là sont des photos prises sur l'archipel des Tonga. Donc à Tahiti, les hauteurs de run-up ont atteint 2 mètres environ sur la côte nord, mais en fait à ces 2 mètres, il faut retrancher sans doute 1 mètre qui est associé en fait à une houle assez forte venant du nord. Donc il faut retenir donc, 10 à 15 mètres localement et 1 mètre environ sur les côtes du Pacifique ou à Tahiti. Tahiti se situe à 3000 km de l'archipel des Tonga. Ce slide là, présente un petit peu le phénomène physique. Donc l'éruption du volcan a généré une surpression, une onde qu'on appelle de Lambe. Cette onde de Lambe, c'est l'onde principale, la plus énergétique, et qui a fait effectivement 3 fois ou 4 fois le tour de la Terre. Donc cette onde de Lambe se propage à la vitesse du son, donc 310 mètres par seconde dans l'atmosphère.
Il a généré, alors c'est un peu plus complexe que ça, donc il a généré également des ondes de gravité qui, elles, se propagent dans la mésosphère, hein, donc c'est la couche orange là sur le slide, ici, là, qui se propage à une vitesse de 200 mètres par seconde. Et il se trouve que cette vitesse, en fait, est très proche de la vitesse de la célérité des tsunamis. Alors la célérité des tsunamis, bon, de façon assez grossière, hein, enfin un peu caricaturale, là, il faut retenir que la célérité des tsunamis, c'est racine de GD, D étant la profondeur de l'océan. Dans le Pacifique, la profondeur moyenne de l'océan est d'environ 4000 mètres, donc racine de 40 000 donne effectivement 200 mètres par seconde. Donc il se trouve que la célérité des tsunamis est très proche de la vitesse des ondes de gravité, ce qui conduit en fait à une résonance, donc une résonance air-mer, qu'on appelle de Prud'man. Les deux petites figures en bas à droite là représentent, alors, en noir, donc c'est la surpression atmosphérique, donc c'est cette onde ici là, donc une surpression, alors de l'ordre de 500 pascal dans le Pacifique, environ 100 pascal en Méditerranée. Et la figure et la courbe en bleu donc, représente le tsunami associé. Et de façon assez contre-intuitive, en fait, cette surpression-là génère, en se propageant, une vague positive bon, qui est suivie de vagues négatives. Donc, bon, ces études ont été réalisées dans le cadre du CENALT, qui ont été largement donc, évoquées par Pascal. Ce tsunami a été étudié également, enfin, donc il a été simulé donc à Bruyères, là où nous nous situons, là. Il a été également largement simulé, enfin étudié par le centre de Papeete, donc qui est représenté ici par Anthony, qui présente un poster sur le centre d'alerte tsunami dans le Pacifique, donc le CPPT, donc, qui est situé à Papeete. Donc, je rappelle que le centre, donc, notre centre, là, hébergé par le CEVA, a pour vocation d'étudier d'abord les tsunamis d'origine tectonique. Alors, c'est des tsunamis, effectivement, qui traversent l'ensemble du bassin, contrairement aux tsunamis suivants, là, qui ne sont pas en gras, mais qui sont, voilà, les deux types de tsunamis suivants, là, ici. Là. Donc, ces tsunamis sont étudiés plutôt dans un cadre de recherche, donc qu'il s'agisse des effondrements générés par des effondrements de terrain ou des météotsunamis. Alors, en fait, les études sur les tsunamis générés par les effondrements de terrain en fait, ont été réalisées depuis plus de 20 ans. Pourquoi ? Parce que le CEVA en fait, a participé aux essais nucléaires qui ont eu lieu sur les atolls de Mururoa et de Fangatofa, donc dans les années 70, 80, 90. Donc ces explosions nucléaires, en fait, un petit peu de façon similaire aux explosions volcaniques, ont déclenché des effondrements de terrain sur les flancs de Mururoa et de Fangatofa, et générant ainsi des tsunamis, quoi. Donc on s'intéresse en fait à cette deuxième catégorie de tsunamis qui sont des tsunamis très locaux, mais depuis plus de 20 ans. Hein. Et puis donc un peu plus récemment, donc on s'intéresse aux météotsunamis. Ça fait un petit peu écho à la session d'hier, là, c'est-à-dire au réchauffement climatique. On pense que on sait que la Méditerranée se réchauffe et il est probable que les dépressions qui génèrent ces météotsunamis soient à l'avenir un petit peu plus creuses et un peu plus fréquentes dans le temps. Bon, et puis cette année, là, nous nous sommes intéressés donc, à un météotsunami un peu particulier, là, celui généré par l'explosion d'un volcan. Bon, je pense que c'est des phénomènes tout à fait exceptionnels, hein, le précédent datant de 1883. Alors donc je passe un petit peu je reviens donc à l'explosion du volcan de Onga Tonga. Alors les figures là ici représentent des marégrammes, donc en vert, alors donc sur l'île de Pâques et sur les Galapagos. Alors en vert le marégramme brut. Donc au-dessus, le marégramme filtré de la marée, donc bon, c'est un filtre tout à fait classique. Et puis les spectrogrammes, les figures supérieures, là sont des spectrogrammes sur l'île de Pâques ou l'île des Galapagos. Alors les flèches, enfin les traits verticaux rouges, là, le premier représente en fait le temps de l'explosion, c'est-à-dire le 15 janvier, 4 heures du matin, en heure TU. Voilà, donc 4 heures du matin. Le deuxième trait rouge, en fait, c'est le temps théorique d'arrivée, calculé, comme je vous l'ai dit précédemment, là, donc par la formule racine de GD, donc environ 200 mètres par seconde. Donc il se trouve que en fait, dans le Pacifique, l'essentiel du tsunami en fait, a été généré plutôt par les ondes de gravité qui se propagent à 200 mètres par seconde. Alors en fait, quand on zoome très précisément là, entre les deux traits, là, en fait, il se trouve qu'il y a un petit tsunami là, mais qui est en fait noyé dans le bruit de fond et qui a été généré par l'onde de Lambe. Alors ce n'est pas du tout le cas dans l'océan Atlantique ou en Méditerranée.
Donc là, j'ai choisi deux marégrammes parmi plus de 500 marégrammes ou bouées d'Art qui ont effectivement enregistré le tsunami. Donc le premier, c'est celui de la République dominicaine, le second, celui des Açores. Donc si on regarde plus précisément donc le marégramme de gauche, donc l'explosion donc a toujours eu lieu, l'explosion donc indiquée par le premier trait vertical, l'explosion a eu lieu à 4 heures du matin. Le temps théorique d'arrivée est d'environ 24 heures après, donc le 16 janvier à 4 heures du matin. Mais en fait, l'arrivée du tsunami, là, qu'on détecte parfaitement, hein, ici, soit par le spectrogramme, soit par le marégramme filtré, en fait, le tsunami a été détecté 12 heures après l'explosion, quoi. Donc, ce qui ne correspond absolument pas au temps théorique d'arrivée, qui est aussi représenté par cette carte d'isochrone. En fait, le tsunami, si on respecte cette célérité, le tsunami doit faire le tour de l'Amérique centrale, doit passer par le sud de l'Amérique centrale pour atteindre effectivement la Dominique ou les Açores ou la Méditerranée, quoi. Donc il y a un décalage d'au moins 12 heures qui était inattendu. Alors je reviens là, au sujet principal de l'exposé, là, donc à la Méditerranée. Donc il a été observé par plus de 50 stations marégraphiques, les stations du CHOM ou les stations du réseau installé par l'Université de Toulon. Et donc la première arrivée se situe autour de 20 heures le 15 janvier, donc 17 heures après l'explosion, alors que le temps théorique, si on suit la loi Racine de Gédé, est, je sais pas, est au-delà de 30 heures, au-delà de 30 heures après le temps de l'explosion. Donc j'ai choisi ici 4 marégrammes, 7, les Ourcinières, Gien, Île-Rousse. Bon, les marégrammes en fait qui se situent, enfin les hauteurs d'eau, pour des marégraphes qui se situent dans le golfe de Lyon, ont enregistré en fait des vagues d'amplitude d'environ 10 à 20 cm. Pourquoi ? Parce que la bathymétrie en fait est un peu moins profonde et donc le tsunami a tendance à s'amplifier dans les zones peu profondes. Les hauteurs de vagues en mer Ligure sont plutôt de l'ordre du les hauteurs maximales sont de l'ordre plutôt du centimètre. Donc la seconde partie de l'exposé porte sur la simulation numérique, là. Donc le CEA a développé depuis plusieurs années un certain nombre de codes. Alors nous avons utilisé ici le code Taitoko. Taitoko signifie tsunami en polynésien, enfin plus précisément en marquisien. Et donc il a été développé par un certain nombre d'auteurs, dont Anthony Jamelot, là, par exemple, qui présente un poster donc sur le centre d'alerte en Polynésie. Donc il résout, là j'ai choisi de résoudre le système le plus simple et puis de simplifier le slide. Donc il résout en particulier donc, les équations dites Shallowwater, ici écrites en coordonnées non pas sphériques mais cartésiennes pour simplifier le slide. Et donc l'explosion en fait intervient sous la forme d'une force dans les équations de conservation du mouvement. Et cette force s'exprime en fonction d'un gradient de pression atmosphérique de surface. Donc c'est le PS là qui est dans le... Qui est ici, là, derrière le signe égal de la force. Alors cette pression atmosphérique n'a pas été simulée à proprement parler, mais a été calculée par une formule analytique. Donc on a choisi 2 types d'ondes, enfin en fait on a choisi plusieurs dizaines de types d'ondes et on a retenu 2 types d'ondes, soit une onde de type sinusoïdal, donc c'est la courbe noire pointillée, ou bien une onde de type N-wave, qui présente un front un peu plus marqué ici, là, au milieu du signal. Donc ce slide présente la propagation de cette onde sinusoïdale atmosphérique. Alors les figures du haut représentent la propagation de cette onde 1 heure et 3 heures après l'explosion. Donc dans le Pacifique, l'amplitude est de l'ordre de 500 pascal, donc 5 hectopascales, hein, donc c'est pas non plus énorme quand on quitte la zone proche de Tonga. Et la période choisie pour cette onde sinusoïdale est de l'ordre de 45 minutes sur ce slide. Les figures de dessous représentent le tsunami associé, le tsunami donc généré par cette surpression et par ce gradient de pression dans les équations de conservation du mouvement. Et effectivement, donc on observe une onde positive qui se propage à la même vitesse, donc à 300 mètres par seconde, ce qui est assez inédit. Ce slide représente la comparaison observation. Donc observation, c'est les courbes donc en pointillés noirs avec la simulation en rouge. Donc la simulation par le code Taitoko développé au CEA. Et j'ai choisi donc 7 stations marégraphiques, soit des bouées d'Art. Donc les bouées d'Art en fait enregistrent la pression sur le fond de l'océan.
soit des stations marégraphiques assez classiques. Alors, on constate en fait que l'accord est plutôt médiocre. Voilà, en termes de tsunami, là, l'accord est plutôt médiocre. Par exemple, si on prend le marégraphe des Fidji, la simulation reproduit de façon assez non satisfaisante, on va dire, dans la littérature, le signal qui a été enregistré par le marégraphe des Fidji. L'accord est un petit peu meilleur au niveau de Tahiti, donc où les vagues, les amplitudes maximales sont de l'ordre de 20 cm. Alors pourquoi ? Sans doute parce que le tsunami n'est pas généré uniquement par l'onde de Lambe, mais également par les ondes de gravité et peut-être des effondrements de terrain aussi gigantesques sur les flancs du volcan. La dernière partie de l'exposé porte sur l'Europe. Alors je commence par les observations. Donc ce tsunami, en fait, cet événement plutôt, géophysique a été observé par un certain nombre de stations, des stations infrasons, des stations sismiques, des stations hydroacoustiques, et puis bien sûr par les marégraphes qui nous sont fournis en temps réel par le CHUM. Donc en fait, donc le CENAL fait partie du laboratoire de détection et de géophysique du CEA, et la première mission de ce laboratoire, à l'origine, c'est de détecter les explosions, qu'elles soient conventionnelles, nucléaires, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on dispose de données en temps réel sur des réseaux infrasons, donc qui mesurent les ondes de pression dans l'atmosphère. Des ondes sismiques, on s'intéresse donc aux ondes sismiques parce que les explosions peuvent être souterraines, et puis donc au marégrammes ou aux stations hydroacoustiques. Donc cet événement a été observé ici, là, en particulier donc, par les stations infrasonores. Donc les stations infrasonores en fait enregistrent la pression atmosphérique, mais avec une résolution de l'ordre de... c'est avec une résolution temporelle de 0,01 seconde, quelque chose comme ça. Voilà, donc ce sont les stations ici en rouge, donc sur la figure de gauche. Le réseau de stations sismiques, on a donc par une centaine de stations sismiques, on en a retenu ici 5, 6, 7, donc, qui sont représentées en vert, et puis bien sûr par l'ensemble du réseau marégraphique. Donc la figure de droite en fait représente les séries temporelles donc, de l'ensemble de ces stations. Zut. Voilà. Donc on constate en fait deux arrivées. Donc ce sont des séries temporelles en fonction de la distance au niveau au volcan Onga Tonga. Donc on en constate deux arrivées donc, qui sont représentées par les droites pointillées noires R et R'. La première arrivée en fait est l'onde atmosphérique qui s'est propagée en direct entre guillemets donc via le pôle Nord. Donc elle s'est propagée donc du nord vers le sud de l'Europe. La seconde onde, en fait, est issue de la même onde atmosphérique, mais qui s'est propagée via le pôle sud. Donc, elle vient des antipodes. Le point antipodal, d'ailleurs, très précisément, en fait, se situe au sud de l'Algérie. Donc, cette onde se propage du sud vers le nord et donc est représentée par la droite R'. Ce slide présente la simulation, entre guillemets. Ce n'est pas une simulation, puisqu'en fait, il s'agit d'une solution analytique. Donc on propage l'onde atmosphérique donc à travers la Méditerranée à partir de 20 heures dans la soirée donc du 15 janvier. Bon, cette onde ici a donc a pour période 60 minutes. Donc elle traverse la Méditerranée en 60 minutes environ. Donc là, j'ai choisi de représenter l'onde venant du nord de l'Europe. Donc ce slide présente les comparaisons entre les pressions atmosphériques calculées et celles enregistrées par les stations HTMNet. Donc il faut savoir que ces stations en fait, HTMNet là, mesurent donc la hauteur de vague, certes. Elles mesurent également la pression atmosphérique, la salinité de l'eau, la température et puis encore d'autres mesures. Donc on constate que l'onde de pression atmosphérique en pointillés noirs est correctement reproduite, enfin, de façon, disons, très satisfaisante, je pense, par une onde analytique. Ici, elle a été choisie, c'est une N-wave dont la période est d'environ 45 minutes et l'amplitude de 140 pascal, donc au niveau de la Méditerranée. Donc ce slide présente les comparaisons entre hauteur d'eau observée et simulée par le code Taitoko, dans une grille de résolution plutôt grossière, 250 mètres. Donc c'est une grille qui couvre l'ensemble de la Méditerranée avec cette résolution.
Alors les résultats en fait sont plutôt dans la littérature, on dirait excellents. Donc en fait les comparaisons entre données observées en pointillés noirs et simulation en rouge sont particulièrement satisfaisantes. Je prends l'exemple par exemple de Gien, où l'ensemble des vagues en fait sur une période de 8 heures se reproduit. Alors cet accord parfait là, est rarissime pour des tsunamis d'origine tectonique. En fait, il faut savoir que lorsque le fond de la mer se soulève suite à un séisme, la Terre n'est absolument pas homogène, et donc on n'obtient jamais un accord aussi parfait que celui obtenu sur ce slide. Alors le code en fait est basé, là je rentre un petit peu dans la technique du code. Le code est basé en fait sur un ensemble de grilles emboîtées. La grille mère couvre l'ensemble de la Méditerranée, on l'a vu avec une résolution de 250 mètres. Et puis le code s'appuie après sur un ensemble de grilles emboîtées dont la résolution est de plus en plus haute pour représenter par exemple Toulon, les différents bassins de Toulon, la digue qui barre la rade de Toulon. On utilise une grille dont la résolution est de 6 mètres. Donc en général les ports sont couverts par des grilles dont la résolution est comprise entre 5 et 10 mètres. Ce slide présente maintenant les résultats précisément obtenus dans ces grilles. Et là aussi, en fait, la comparaison s'améliore encore un peu. Et les comparaisons disons, peuvent être jugées excellentes. C'est le cas, par exemple, du marégramme de Sète ou des deux marégrammes là, HTMNet dont les noms sont Ifrémer et Tamaris et qui se situaient précisément dans la rade de Toulon. Voilà, donc je conclus. Donc on peut dire en fait que le tsunami méditerranéen généré par cette onde de Lambe a été parfaitement reproduit en utilisant une grille grossière. Donc des études de sensibilité ont porté sur la résolution, mais en fait il s'avère que la résolution de 250 mètres est largement suffisante. Donc d'autres études ont porté sur le type d'onde atmosphérique, N-wave ou sinusoïdale. Et puis donc on a fait varier la période. Il se trouve que la période la plus adéquate est celle de 45 minutes. Dans les prochaines étapes, donc ces études en fait ont été réalisées dans un cadre plutôt recherche, mais et Pascal l'a signalé. Donc on envisage évidemment de passer à une version opérationnelle de ce code pour simuler des météos tsunamis qui peuvent peut-être dans l'avenir se multiplier. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on n'a pas trop de temps, mais bon, on peut quand même prendre une question ou deux peut-être, s'il y a une question dans la salle. Nous avons tout le monde est pressé d'aller à la pause café, je crois. Désolé. C'est très bien. Hein. Très bien. Ah si, quand même. Donc j'ai compris, vous aviez une version globale de Taitoko ou pas? Vous pouvez faire une... Vous l'avez fait tourner en global sur vos premiers graphes? Alors en global et en local, effectivement, avec un ensemble de grilles locales ou en global, quoi. Il se trouve que les résultats avec la grille globale sont déjà satisfaisants, quoi, largement satisfaisants par rapport à des résultats pour des séismes, pour des séismes, quoi. D'accord. Et ma question, c'est est-ce que vous vous êtes amusé à simuler l'explosion du Krakatoa en 1883 Non, c'est peut-être une suite à donner. Très vite, les gradients de pression observés par rapport à des phénomènes plus classiques, lignes d'orage, etc., enfin, c'est des valeurs très fortes ou similaires à ce qu'on peut Alors voir donc précisément, là, enfin, je crois que je l'ai signalé, effectivement, la surpression est de l'ordre d'une centaine de pascal en Méditerranée. Donc 100 pascal, c'est 1 hectopascal. Donc finalement, c'est des surpressions qui sont plutôt faibles, quoi, hein, par rapport à une dépression. Après, je parlais en gradient temporel, quoi. Non, alors là aussi, en fait, alors c'est peut-être ce qui explique aussi, ça explique beaucoup de choses. Là, les périodes en fait sont très longues, de l'ordre d'une heure, alors que ce n'est pas du tout le cas des pressions atmosphériques qui peuvent générer des météotsunamis, quoi. Bon, et c'est précisément parce que les ondes sont très longues, enfin les ondes atmosphériques génèrent donc qui sont très longues, génèrent des vagues qui sont effectivement très longues. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il est plutôt simple de simuler ce type de phénomène. Merci beaucoup.